Est-ce qu'on assiste à la mort des Républicains? Bien évidemment, vous avez un avis qui doit être assez tranché. Alors, c'est un avis tranché dans la mesure où je vais répondre oui. Vous êtes surpris? Mais Vraiment. je répondrai oui en l'argumentant peut-être de manière un peu plus long-termiste, si je puis dire. Je pense en fait que le monde est entré dans une phase de transition de paradigme, c'est-à-dire qu'on quitte depuis le Brexit, depuis l'élection de Donald Trump, depuis les velléités d'élection de Salvini, depuis l'élection de Bolsonaro. Le monde est en train de rentrer dans un nouveau modèle politico-économique. Et effectivement, la France n'échappe pas à ça. La dernière fois que c'est arrivé en France, c'était au tournant des années 80. Le monde devenait néolibéral. Et effectivement, la France, elle, avait prorogé en quelque sorte l'ancien monde de l'époque qui était celui de Mitterrand. Je pense que Macron, l'élection de Macron, c'était un peu l'élection de Mitterrand en 81. C'est-à-dire c'est à contre-courant de ce qui est en train de devenir le monde aujourd'hui. Pour le coup, le problème, c'est que les LR, au même titre que le PS, incarnent finalement l'ancienne idéologie, l'ancien système qui a gouverné la France, qui gouverne la France depuis les années 80. On voit d'ailleurs qu'entre le PS et l'UMP, LR, etc., qui ont gouverné la France depuis 40 ans, il y a eu de moins en moins de différences opérationnelles et concrètes au moment où ils gouvernaient. J'en veux pour preuve que ce qu'on appelle le spoil system, c'est-à-dire le remplacement des très hauts fonctionnaires de la République en cas d'alternance politique, en 81, il y a eu des milliers de personnes qui ont été changées. C'était la dernière fois que c'est arrivé. C'est-à-dire que par la suite, comme la même politique en fait est menée à peu de choses près, à la fois par le Parti socialiste et par les Républicains, ils n'ont pas besoin de changer les hauts fonctionnaires puisqu'ils sont là pour appliquer la même chose. Et donc en fait, cette coalition entre PS et Républicains qui a gouverné, qui a gouverné la France depuis une quarantaine d'années, a été à la fois pulvérisée sur la forme par Macron et tuée sur le fond par le changement de paradigme à l'œuvre au plan mondial. Et donc, je pense que les LR ne survivront pas. Aujourd'hui, ils vivotent, mais on voit bien qu'ils sont sur le déclin, c'est-à-dire que vous n'avez pas de ligne politique. C'est quoi la ligne politique des Républicains aujourd'hui? On ne le sait pas. La ligne politique qui a été celle que vous avez défendue aux élections européennes, qui est tout à fait respectable, mais qui n'a représenté au final que 6 ou 7% de l'électorat. Donc ce n'est pas avec cette ligne unique qu'on gagnera, comprenez? Et moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, la scène politique française a connu une sorte de déplacement homothétique vers la gauche, c'est-à-dire qu'en fait, le RPR, qui était de droite gaulienne à l'époque, est devenu une sorte d'UDF, en fait. Le Front National de l'époque, dans le même déplacement, occupe aujourd'hui la place qu'occupait, je suis d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure, qu'occupait le RPR dans les années 80 et 90. C'est-à-dire aujourd'hui, pour dire les choses très clairement, et je vais vous laisser répondre, mais pour dire les choses très clairement, pour que tout le monde comprenne, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est très difficile de faire parler les morts, mais si De Gaulle ressuscitait, il ne voterait pas républicain. Il voterait plutôt Rassemblement national pour des questions d'identité, pour des questions de souveraineté. Je pense que votre parti est fini à double titre, à la fois par le macronisme et ensuite idéologiquement parce que vous incarnez une idéologie qui est passée, révolue, terminée. Sébastien Meurant. Si De Gaulle était vivant, il voterait Rassemblement national. L'inspirateur du RPR, l'inspirateur de personnes comme moi qui suis engagé depuis toujours, justement, c'est cette figure historique qui transcendait, qui parlait de la France, qui parlait pas de droite, de la gauche, qui parlait de la France et de l'histoire de France, qui parlait de son enracinement, et qui était évidemment éminemment patriote. Il parlait assez peu de République en plus. Et il parlait de la France, il parlait bien sûr assez peu de République. Mais si vous venez au Rassemblement national, vous entendrez le même discours. Moi, je ne fais que de parler de la France. Parce qu'effectivement, aux Républicains, le nom a été changé. Mais aux Républicains, on est issu de cette histoire gaulienne. Et vous parliez évidemment de Maastricht. Seguin, l'époque, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et là, effectivement, on retrouve, notamment avec l'épisode du Covid, la nécessité de parler de frontières, de souveraineté et de liberté, parce que la souveraineté, c'est la liberté des nations et des peuples. Donc là-dessus, c'est pour moi, j'ai aucun problème sur ces thèmes-là, parce que c'est l'essence même de RPR de l'époque, et je suis resté dans ce mouvement-là, et donc je n'ai aucun problème à penser que non seulement les LR ne sont pas morts, et qu'en revenant aux fondamentaux et à l'essentiel,
et doit être capable de proposer aux Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, Et pourquoi vous un croirait-on, avenir monsieur La place est un Pourquoi peu prise. Pourquoi vous croirait-on d'une certaine façon? Parce qu'en fait, vous avez eu votre chance déjà en 2007-2012, c'était pas il y a 50 ans. Vous avez été au pouvoir quand même assez récemment. Et on a bien vu qu'entre les promesses et l'exercice du pouvoir, il y avait un canyon que les Français n'ont pas franchi et qui n'ont pas non plus envie de franchir la prochaine fois. Donc vous voulez, il y a un problème de... La situation qui est celle de la France aujourd'hui, que vous dénoncez sur les menaces identitaires, sur la désindustrialisation, sur la surfiscalisation, elle ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une génération spontanée, on ne s'est pas réveillé un matin pour découvrir que la France était devenue ainsi. C'est le résultat de politiques savamment appliquées et orchestrées depuis une quarantaine d'années auquel votre courant politique a participé largement. Donc pourquoi voulez-vous que les Français aujourd'hui puissent croire que ceux qui sont en partie responsables du capharnaüm dans lequel ils sont auront, eux, la solution pour les en sortir? Personne ne pourra croire une chose pareille. Alors, dans votre logique, il faudrait essayer ceux qui n'ont pas gouverné depuis 40 ans. Donc on pourrait par confier exemple. le pouvoir aux Verts, ou à M. Mélenchon, ou à Mme Le Pen. Ah ben non, parce que... Non, attendez. Mélenchon a déjà été au pouvoir. Il a été Mélenchon a été ministre, les Verts ont été changés. Non, mais attendez, Mélenchon... Les Verts ont été tous ceux que ministres vous avez, aussi, voilà, tous ceux que vous avez cités ont déjà exercé de près ou de loin le pouvoir. Alors, c'est pas la magistrature suprême, oui, mais n'empêche qu'ils ont été associés, effectivement, au bilan, au désastre français actuel. Voilà. Donc, si on élimine ceux-là, quels sont ceux qui La restent? ligne Je vous laisse répondre. idéologique du Rassemblement national et la ligne idéologique et les discours de Mme Le Pen, c'est pas très clair non plus. Mais comment ça? Ah, bah, là, Qu'est-ce moi, qui vous permet de dire si on ça parle de liberté, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas été choqués par les caricatures concernant Mme Obono. Au nom de la liberté d'expression, au nom des libelles, au nom des marasinades, des mazarinades, au nom de ce que pouvaient dire des proches, Coluche. Et là, j'étais quand même stupéfait de voir que on s'offusquait de ça. Non, En on politique, à mon s'offusque petit pas. niveau, On a- j'ai été caricaturé. Vous allez l'être encore. Voilà, ça apparaissait. On a quand même le droit de dire qu'on a trouvé le dessin de mauvais goût. Ça fait pas de ça un choc. La liberté. La liberté d'expression, la liberté de converser avec des personnes qui ne parfaitement partagent pas d'accord a avec vous. priori. Voilà. Et ça, franchement, ça m'a Moi, j'ai surpris. C'est pas la seule défendu chose. à l'heure actuelle, cela dit. Bon, bah, on ne peut pas me le écoutez, reprocher. voilà. Mais la ligne idéologique par rapport à tout ce qui est Oui, économique mais ça, c'est pas aujourd'hui- une ligne. Monsieur le sénateur, pardon de vous interrompre, mais ça, vous ne pouvez pas ramener tout le programme présidentiel d'un parti. Je suis bien placé pour vous en parler parce que j'étais le coordinateur de ce programme. On peut pas ramener tout ça à une critique sur une caricature. Il faut avoir une vision un peu générale. Quelle est la vision que les Républicains portent de la France aujourd'hui? Moi, je peux vous dire quelle est la vision que porte le Rassemblement national de la France aujourd'hui. Et je crois que si vous êtes un authentique gaulien, vous ne pourrez pas ne pas y souscrire. Après, vous pouvez dire l'étiquette me convient pas, enfin la façade, mais le contenu de mon discours, je crains que vous n'ayez absolument rien à critiquer dessus. Ah, ben, nous verrons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, notamment sur tous les sujets économiques, sur le positionnement du Front National ou du Rassemblement National, le Front National et le Rassemblement National ont évolué beaucoup depuis les années de Jean-Marie Le Pen. Tant mieux, vous trouvez pas? Je pense que prétendre aujourd'hui sur quelque chose qui est important et qui revient à dire, on ne pense pas à demain sur les questions notamment d'économie sur les retraites à 60 ans. Avant de Qu'est-ce que vous avez distribuer... contre la retraite à 60 mais ans? ce Je suis n'est très tout simplement... Aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Économiquement, Alors, attendez, ce n'est pas tenable. Là, dans c'est un pareil, monde mais, ouvert. mais encore une fois, vous sortez des petites choses. Non, Enfin, c'est pas que c'est pas important. D'abord, c'est 60 ans et 40 annuités, donc il faut dire les choses jusqu'au bout pour pas tromper les téléspectateurs. Ah bah mince, ça recule. Et J'aurais dû lire le programme un peu plus loin. Je suis désolé, bah, il y avait c'est 144 alors. C'est 40 annuités, 60 ans à 40 annuités. Alors, c'est pas le programme du PS, puisque le programme du PS, c'était 37, je crois, ou 37,5 annuités. Donc, ça n'a rien à voir. 40 annuités, juste pour qu'on comprenne. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre retraite à 60 ans si vous avez commencé à bosser à 20 ans. Donc, ça ne concerne quand même pas oui. voilà, la majorité des gens. Non, mais je pense que sur les projets, sur les questions de fond, il y a aujourd'hui encore une différence entre une vision la gaulienne RPR des années 90 et ce que propose Mme Le Pen. Et surtout, c'est que la confiance qu'il faut recueillir des Français, à chaque fois, là, moi, j'ai pu voir que lors des dernières élections municipales, notamment dans mon département, le Rassemblement national n'a pas réussi à
présenter les candidats. Ce que me disait Sébastien Meurant, il me disait les municipales, 1064 villes sont LR. 1064 villes de plus de 9000 habitants sont LR. Il y a 8 villes Rassemblement National qui sont de plus de 9000 habitants. Ben oui, parce qu'en 8, fait, 1064. Mais vous savez, c'est que c'est la grande Ils ne sont différence pas totalement morts, si, non, je sais pas. Oui, mais c'est la grande différence entre les héritiers et puis ceux qui démarrent de rien, si je puis dire. Très bien. C'est-à-dire que vous avez effectivement un... bon, j'ai parlé du passif, mais je peux vous parler du passé. Le passé, c'est que vous avez été un mouvement au pouvoir, aux commandes, vous avez dirigé des régions, des départements, des villes. C'est toujours le cas. Donc vous ne partez pas de rien. Nous, notre implantation territoriale, elle est quand même assez récente. C'est vraiment le mouvement impulsé en 2011 qui est parvenu à faire en sorte qu'on ait des centaines d'élus locaux, ce qui était totalement, enfin en tout cas, oui, assez étranger à la fois à la culture et à la réalité de notre mouvement auparavant. Donc effectivement, on ne peut pas comparer un parti qui gouverne la France depuis 40 ans et un parti qui aspire à la gouverner et qui est vraiment devenu un parti de gouvernement il y a seulement quelques années. On va laisser les sociétaires, si vous voulez bien, Pardon, Jean pour Messia. prolonger dans cet argument et Pierre dans un Gentillet. autre, c'est faux cette histoire des 1100 maires LR. Parce que ce qu'on oublie de dire, il y a 1100 maires LR, je suis d'accord avec vous. Mais combien ils sont allés avec l'étiquette LR en réalité à ces élections municipales? Combien ils sont allés avec l'étiquette RN? Hop, hop. Allez, Mais là, faites attention, les municipales, Attendez, c'est le jeu. laissez-moi aller pour une fois jusqu'au bout de ma phrase. Moi, je dis jusqu'au bout. Mais c'est bien, laissez-moi Louis Alliot juste a eu terminer. raison. Marcel, Voilà. laissez-moi juste terminer Non, une mais phrase. J'ai fait mon introduction tout à l'heure, j'aimerais bien dire une phrase. C'est la stratégie des Non, municipales. non, je suis désolé, c'est faux. Je parle des maires qui ont été élus. Je veux bien voir tous les maires, les 1100 maires élus, combien sont allés avec l'étiquette « Les Républicains » marquée sur l'affiche. D'accord? Je ne pense pas qu'il y en ait 1100. Donc cet argument est faux et malhonnête. Deuxième chose, vous parliez tout à l'heure des problèmes de fond, des problèmes idéologiques. Moi, je voudrais poursuivre l'argument de Jean Messia. Vous dites « Je fais partie on l'a compris, d'un parti crédible, d'un parti qui a dirigé et un parti de gouvernement. En somme, c'est un peu ça ce que j'entends. Et c'est la raison pour laquelle vous seriez plus crédible que des partis qui n'ont pas dirigé, c'est vrai, comme le Rassemblement national. Mais au contraire, c'est votre boulet. C'est votre boulet autant que les compromis idéologiques, les compromissions dans lesquelles vous vous êtes enfoncés. Enfin, je ne parle pas de vous en personnel, je vous apprécie. Je parle de votre parti depuis 20 ans. Non, le vrai problème, c'est que les gens ne vous croient plus. Les gens ne croient plus ce parti politique parce que si on prend les électeurs de droite, et j'en termine par là, on voit qu'il y a deux sujets majeurs pour les électeurs de droite. La fiscalité et l'immigration. C'est les deux qui arrivent en top. Voilà, j'ai regardé le dernier sondage, c'est ça. Sur la fiscalité, le taux de prélèvement obligatoire sous Chirac et sous Sarkozy, il n'a pas cessé d'augmenter. L'immigration sous Chirac et sous Sarkozy, il n'a pas cessé d'augmenter. J'irais même jusqu'à dire que sous Sarkozy, c'était au moins pour les 2 dernières années plus haut que sous Hollande. On était à 250 000 à 300 000 entrées légales par an. Donc ma question, en fait, elle est simple. C'est comment et pourquoi est-ce que maintenant, après 40 ans, on devrait vous croire? Voilà. Cette question de la crédibilité, c'est la question essentielle. Mais je vous retourne la crédibilité du Rassemblement national aujourd'hui. Elle n'arrive pas à dépasser un certain nombre de pourcentages. Tous les maires Front National, enfin Rassemblement National, Presque, oui. ont tous été réélus au premier tour. Pas dans C'est modeste comme surface de Pas dans crédibilité. 78. Oui, mais il avait été élu sur un schéma particulier, il avait été élu sur une liste irrégulière. Mais la question de la crédibilité est essentielle. Évidemment, pour un parti politique où vous avez Christophe Estrosi qui dit qu'il faut rejoindre Macron, effectivement, pour ne pas gâcher les talents de la droite, ça pose un problème de crédibilité du mouvement. Et là, ces élections, et moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous m'avez demandé qui je soutiendrais. Je ne dis pas qui je soutiendrais, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, car je veux savoir pour faire quoi. Et il y a des choses, justement parce que je pense qu'on a été un parti de gouvernement et qu'on n'a pas tout réussi, il y a cette expérience de ce qui a été fait en bien et en mal. Et il y a aussi des choses qui ont été faites en bien par Nicolas Sarkozy et par d'autres avant. Et le fait moi je trouve ça très intéressant ce que vous dites, qu'on a changé de monde, de paradigme. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Sauf que ma pensée, c'était qu'en fait, Macron, qu'on a présenté comme le nouveau monde, c'était simplement l'ancien monde ripolliné. C'est-à-dire que c'est toutes les rentes qui ont gouverné la France depuis 40 ans qui se sont en quelque sorte agglomérées à la chaloupe mise à la mer par un Titanic qui coule et dans lequel il y avait toutes les premières classes, pour filer la métaphore. Et donc, en fait, Macron n'est pas du tout le nouveau monde. Enfin, c'est Macron, un nouveau 4 ans monde. d'Hollande. 4 ans d'Hollande. Macron, c'est le monde de la finance. C'est un banquier d'affaires qui faisait des deals. Il continue à faire des deals. Il voulait vendre Engie. Il voulait vendre Engie. Ils veulent tuer Suez. On est complètement dans ce monde. Et là, le fait d'avoir été au pouvoir, justement,
c'est un atout pour savoir ce qu'il faut faire, notamment sur le régalien. Et moi, je suis de ceux qui ont demandé, on verra si c'est dans un programme, sur le référendum. Comment regagner la confiance des électeurs et des Français? C'est de leur donner le pouvoir sur des questions qui sont essentielles. Sur l'immigration, sur des sujets comme ça. Et là, je rejoins ce que le général de Gaulle a fait. Il n'a pas hésité à donner la parole aux Français pour trancher les questions, notamment compliquées. Et je découvre ça au Sénat. Le parlementarisme français est extrêmement compliqué. Et on a abaissé le Parlement à être une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale. Au Sénat, qui n'a jamais eu le dernier mot, mais quand même qui est aujourd'hui le dernier contre-pouvoir, même si ce n'était pas un contre-pouvoir puissant, mais c'est le dernier contre-pouvoir. Qui a voté la majorité assez largement, qui a voté la confiance assez largement au Sénat. Le problème, M. Morand, c'est combien de divisions pesez-vous? Mais je pense moi, que s'il sur les s'agissait de voter territoires- pour vous, je vous dirais oui, vous êtes sincère, je vous crois, je aller à pense qu'on se Saint-Leu-la-Forêt, rejoint dans ce que vous dites, mais dans le Val d'Oise. que le problème, c'est aujourd'hui, ça devient peau de chagrin, votre courant dans Allez, ce on parti fait- politique. Au mois de septembre, un sondage, effectivement, demande aux Français quel est le parti qui est opposant à Emmanuel Macron. C'est le Rassemblement national qui sort en tête très largement. Et c'est pas choquant. pour Et cause. nous, on est à 6%, avec les Verts à 6%. Donc je mesure le chemin qu'il faut parcourir pour regagner cette crédibilité que nous avons perdue, et que nous avons perdue lorsqu'un Gérald Darmanin y va, un Sébastien Lecornu, et j'en passe et des meilleurs, et vous savez tout ça. Donc je suis d'accord sur ça. Encore un- Mais l'ADN et la colonne vertébrale DLR, ça doit être ce que je vous ai défini, notamment... voilà, Monsieur le sénateur. Pardon, Constance Prazel, il faut qu'on conclue vraiment. Oui, sur la question de la crédibilité, il y a effectivement, nous on a de la pratique, vous n'en avez pas, etc. Pour moi, la crédibilité des Républicains aujourd'hui, elle se joue sur un problème essentiel, c'est sur le terme d'opposition. Et c'est vrai que, là, c'est une réflexion que je me fais depuis des mois, on n'arrive pas à entendre, ça n'est pas audible dans l'espace public, vous êtes la vivante expression que c'est possible, mais ça n'est pas ce qui ressort au niveau du parti, on n'arrive pas à sentir sur quoi est-ce que les Républicains s'opposent à Emmanuel Macron. Là, pendant les mois qu'on a eu de confinement, de gestion du Covid, etc., il y avait plein de choses qui étaient évidentes à critiquer. On n'a rien entendu. Sur la loi de bioéthique, par exemple, il y a eu des positions extrêmement courageuses d'individus ponctuels des Républicains, mais on n'a pas senti une opposition Ils du étaient là à parti, l'Assemblée. etc. Bon, il n'y a que 17 Républicains sur 105 qui ont voté. Bon, Le Rassemblement national, sur ces non, questions-là mais bien sûr, Le Rassemblement national je ne cherche Avec pas six- à avec défendre six- le Rassemblement national. Avec hein. 6 députés, ça ne va pas être un ras-de-marée. Hein. Je ne cherche pas à défendre le Rassemblement national. Je dis juste que cette position de l'opposition, elle n'est pas incarnée aujourd'hui. Vous avez raison, mais elle n'est pas incarnée, nous avons, parce que les grands médias sont les bottes du pouvoir de manière comme jamais. Marie, Ça, c'était Marie, des- Nicolas et Agent, Oui, et puis on conclut. Les médias à la botte du pouvoir, oui, c'est vrai, mais c'est ce que vous disiez aussi. C'est ce que disait aussi le Rassemblement national quand il était Front national. C'est pas forcément une excuse. Et la vraie question qui se pose peut-être maintenant, le clivage gauche-droite, il existe, mais peut-être qu'il doit se centrer maintenant sur les souverainistes et ceux qui ne le sont pas. Bah, il y a pas, en fait, il y a plus de Et clivage gauche-droite. c'est là la vraie question. Il n'y a plus de clivage gauche-droite comme, crois que- comme on en a connu il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'effectivement, eu égard à ce contexte mondial que je décrivais tout à l'heure, on a une sorte de ligne de fracture qui a transpercé les partis traditionnels pour les pulvériser. Donc les LR sont traversés par cette ligne, avec d'un côté ceux qui représentaient naguère l'UDF, de l'autre côté ceux qui sont plus RPR. L'appel d'Estrosi va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait tout un môle mondialiste qui est à l'intérieur de Bloc LR. populaire, Voilà, que et de dénonce l'autre Jérôme côté, Chapman, vous oui. avez, alors c'est vrai que de l'autre côté, on a quelques personnalités qui ont rejoint le Rassemblement national, mais nous, ce qui compte, c'est l'électorat. Je pense que l'électorat, la base c'est les électorale LR historique, si je puis dire, gaulienne, elle vote aujourd'hui Rassemblement national. Alors, ce n'est pas des têtes de gondole, je dirais, connues, mais en tout cas, sur le terrain, moi, j'ai plein de militants qui ont milité des années au LR, on a plein d'adhérents, de cadres locaux, etc., qui ont été jadis au RPR. Donc, cette ligne de fracture est en train de pulvériser, mais comme elle l'a fait avec les socialistes, comme elle le fait avec d'autres courants. Et demain, en fait, encore une fois, nous sommes dans une transition avec un aboutissement où on aura un parti, ou en tout cas un parti central avec quelques confettis qui incarneront la mouvance mondialiste, qui est d'ailleurs en train de se terminer. Le Covid, c'est le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Et de l'autre côté, on aura un môle souverainiste et identitaire dont le maillon central sera le Rassemblement national et où il y aura autour de lui d'autres petits mouvements. Voilà l'aboutissement de la scène politique française dans quelques années.